Donc je voudrais vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue. Donc c'est la deuxième journée de ce colloque consacré à cette question encore peu abordée du lien entre biodiversité et culturodiversité, thème qui a été défini à l'initiative de Laurent Gervereau, qui a cette capacité à anticiper, à être très visionnaire dans les enjeux émergents et la manière surtout de les appréhender, sortant des sentiers balisés de nos cloisonnements disciplinaires académiques. Et donc la session de ce matin porte sur la thématique de la lutte, des acteurs, des enjeux, des défis. Donc, comment on peut penser l'action pour lutter donc contre l'érosion de la biodiversité et de la culturodiversité. Et donc, j'avais prévu quelques mots d'introduction, mais après la première journée qu'on a eue hier, je me suis dit que le mieux pour introduire cette session était de vous donner a taste of un aperçu de la saveur et de la teneur des discussions d'hier, donc un aperçu qui va être forcément partiel, et je ne vais pas prétendre faire un résumé des 3 sessions passionnantes qu'on a eues hier, mais quelques mots. Donc on a bien vu à l'occasion de la première session qui portait sur l'invention de ces 2 catégories, on a vu émerger très clairement les enjeux liés à la question qui nous est posée, de lier ces 2 termes. Donc des enjeux conceptuels avec différentes définitions proposées pour chacun des termes, différents concepts alternatifs également proposés comme bioculturodiversité par exemple ou d'autres catégories. Des enjeux aussi en termes de vision du monde avec une opposition entre la vision un petit peu occidentale, instrumentale, anthropocentrée, utilitariste de la nature et une vision privilégiant une approche en termes de symbiose avec la nature portée par un certain nombre de communautés autochtones. Mais on a bel et bien 2 visions ou plus d'ailleurs, qui coexistent. Mais on a bien vu apparaître, en particulier dans la suite de la journée, qu'on peut préférer une vision par rapport à une autre, mais qu'il y a bien aussi des enjeux en termes de rapport de force, en termes d'asymétrie de pouvoir, et donc en termes de mode d'action dans un contexte d'asymétrie de pouvoir pour essayer de lutter contre une vision dominante ou un ensemble de visions dominantes considérées comme problématiques. Et on a vu aussi apparaître la question du rôle pour le chercheur dans ce contexte-là. Est-ce qu'il doit être engagé au service des cultures menacées, quitte à cautionner certains discours? Comment doit-il penser la restitution de ses travaux à son terrain, entre guillemets? Donc autant de questions qu'on a pu aborder toute la journée d'hier. Alors on a démarré donc très fort, puisque Karine Larrère, qui a centré son propos sur le principe de diversité, nous a vraiment posé la question de la responsabilité spécifique finalement que peuvent avoir les humains par rapport aux non-humains. Ça a été aussi abordé dans le cadre des discussions. Elle nous a rappelé, et c'est toujours agréable à entendre, que l'action humaine n'est pas toujours en forme de dégradation de la nature et de la biodiversité, mais donc est-ce qu'il y a une responsabilité spécifique de l'espèce humaine? C'est évidemment une question au cœur du débat entre spécisme et antispécisme. Et puis, bien évidemment, elle a insisté sur l'intérêt qu'il y a à penser en termes de complémentarité, de continuité, plus que de séparation, le rapport entre nature et culture. Et on a donc très tôt vu apparaître dans nos discussions cette opposition entre cette espèce de mac-culture dominante et des cultures où on sait penser en continuité toutes les formes de vie.
On a ensuite eu nos collègues de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui ont présenté le cadre conceptuel, et c'était très intéressant, hein, le cadre conceptuel qui a été construit, voire co-construit au sein de l'IPBES, hein, avec l'idée d'essayer de se mettre d'accord sur l'ensemble des valeurs par rapport à la nature au sein de cette instance. Donc c'était à l'évidence un exercice difficile qui a donné lieu à des codes couleurs qui ont permis de mettre en évidence cette vision occidentale dont je parlais tout à l'heure et une vision où nature et humain et humaine vivent en symbiose. Et puis, on a eu des discussions extrêmement intéressantes aussi à la suite de l'intervention de Pierre-Henri Gouillon qui, avec la faconde qui le caractérise, n'a pas hésité à mettre un peu les pieds dans le plat et à poser la question de la hiérarchie entre les cultures. L'idée de culture inégalement désirable et pour Pierre-Henri, certaines cultures, je reprends certains de ses mots, sont détestables, la nôtre est la pire, à l'exception peut-être de celle des habitants de l'île de Pâques. Et Pierre-Henri nous a dit « je ne suis pas pour tout garder », et a même parlé d'utiliser le terme d'éradication de certaines cultures. Pas forcément, nous a-t-il dit, de l'espèce humaine dans son entier, mais il a bien utilisé le terme d'éradication, ce qui a donné lieu à des échanges très intéressants sur qui décide du caractère préférable de telle ou telle culture. Des discussions donc passionnantes qui ont été continuées pendant toute la journée. Alors, je voudrais également mentionner l'intervention de Bruno, hein, qui, on a tous eu une pensée hier matin pour Françoise Héritier. Bruno a cité une formule utilisée par Françoise Héritier selon laquelle l'ethnologue fait son pain de tout. Et je pense que c'est une parole très importante pour penser justement à la fois en termes d'analyse mais d'action sur ces enjeux-là. Et il nous a rappelé aussi très utilement que certains exemples de biodiversité qui sont souvent cités, voire mis en scène en termes de paysage, par exemple, c'est le bocage normand, on en a parlé à plusieurs reprises et qui est souvent mis en avant, mais il y a un envers du décor et du point de vue de l'histoire sociale, comme Bruno nous l'a rappelé, il y a un contexte qui est beaucoup moins rose, entre guillemets. Alors, on a poursuivi l'après-midi avec toute une série de discussions dont j'ai déjà évoqué certains aspects, donc je vous rassure, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette, comment dire, un échantillon là, que je voulais partager avec vous des discussions qu'on a eues hier. Simplement, à propos du tourisme durable, on a eu également hier après-midi une discussion intéressante avec la proposition d'inverser le sens de la mobilité, qui est souvent pensée dans le cadre de ces expériences de tourisme durable dans le sens nord-sud. Donc on a évoqué l'intérêt qu'il y aurait dans nos débats, l'intérêt qu'il y aurait à penser cette mobilité, ce tourisme durable dans le sens inverse, sud-nord, avec pourquoi pas des voyages organisés sur l'envers du décor de nos sociétés occidentales, qui peuvent être perçus de manière idéalisée. Laurent nous a signalé à ce propos, le film nous a rappelé le film de Jean Rouge qui s'appelle Petit à Petit, où on a justement une vision de, je crois que c'est des Nigérians qui visitent la capitale et voilà, de l'ethnologie inversée. Voilà, donc des sortes de lettres persanes d'ethnologie inversée. Et ça m'a fait penser à un ouvrage que je voulais vous signaler dans la même veine, qui est un ouvrage d'Alessandro Pignocchi, je ne sais pas si je prononce correctement, Petit traité d'écologie sauvage, donc c'est des espèces de carnets de voyage aquarellés,
Donc c'est un très bel ouvrage et il y a exactement ce type de propos puisqu'on est dans un espèce de scénario de fiction où l'ensemble de la société a adopté les valeurs animistes des Jivaros. Et donc ça donne des choses extrêmement intéressantes où des grands dirigeants de la planète instaurent le mariage interespèces et on décide qu'on va procéder espèce par espèce et on commence par la papaye puisque la papaye serait plus sensible à un certain nombre de chants indiens ce qui fait qu'on a plus de chances de percevoir son consentement. Donc un très bel ouvrage que je voulais en profiter pour vous le signaler. Et puis, pour terminer, je ne résiste pas aussi à l'envie de vous mentionner, pour ceux qui l'auraient loupé hier, on a appris également des choses extrêmement intéressantes. Il a été question hier, en deuxième partie d'après-midi, de la virilité comparée du comté par rapport au camembert. Et donc, en fait, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est le comté qui a un fromage d'homme, puisqu'il a la forme du comté a une amplitude, comme ça, vous voyez, les bras humains. Alors qu'en fait, comme les femmes ont des tout petits bras et elles peuvent juste faire des camemberts comme ça, oui. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc je ne vais pas aller plus loin et si vous me le permettez, je vais laisser nos intervenants se présenter eux-mêmes. Ce que je voudrais simplement, c'est les remercier chaleureusement d'être présents ce matin. Je pense qu'on a une très belle session avec les intervenants les mieux à même d'aborder les enjeux liés au mode d'action et de lutte contre l'érosion de la biodiversité et de la culturodiversité, en abordant la question de savoir est-ce que c'est une lutte commune qui va dans le même sens dans la mesure où on a des ennemis communs, comme on l'a vu hier, dans quelle mesure c'est deux enjeux qui peuvent être antagonistes ou construits par certains acteurs qui ont intérêt à le faire comme étant antagonistes. C'est une des questions qui, je pense, qui risque d'être abordée ce matin. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers mon cher collègue Harold Levrel, qui va démarrer cette session. Alors, je précise qu'hier, on a eu des temps de débat, c'est toujours trop court, c'est la règle du genre. Mais donc, je vais essayer d'être vraiment sans pitié ce matin par rapport aux 20 minutes qui vous sont accordées. Et je pense que je vais y arriver. Ok. Alors, merci pour cette invitation. Donc, j'ai malheureusement pas pu participer à la journée d'hier parce que j'avais des cours et je le regrette fortement parce que, au regard de la description qui vient d'être faite, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses absolument passionnantes qui ont dû être discutées pendant cette session. Alors, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Harold Levrel. Je vais faire une présentation où j'ai associé un certain nombre de personnes avec qui j'ai travaillé ces dernières années sur un sujet qui est la question des perceptions et des engagements autour des enjeux de compensation écologique et des indicateurs qui permettent de renseigner ces compensations écologiques. Alors, c'est un propos un petit peu plus large. Donc, je suis économiste avec, on va dire, une approche très interdisciplinaire et j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, notamment pendant ma thèse, sur les indicateurs qui permettaient à la fois de fournir un langage commun pour des acteurs qui s'intéressaient ou qui étaient concernés par la conservation de la biodiversité. Et puis, j'ai aussi, je me suis intéressé à comment est-ce que ça peut représenter un outil facilitant les discussions, les débats publics. Et puis, je me suis aussi intéressé à la manière dont ces indicateurs, comment on pouvait en développer, qui puissent refléter des points de vue, des perceptions qui n'étaient pas prises en compte dans des débats publics. Alors ça va être plus sur ce sujet-là que je vais faire ma présentation d'aujourd'hui dans le cadre des éoliennes, de l'installation d'éoliennes offshore dans un cas particulier qui est la baie de Saint-Brieuc. Alors juste avant
de commencer véritablement sur le fond du sujet, j'ai pris ça hier dans Le Monde, en fait, en ligne, qui faisait état de l'érosion de la biodiversité à partir d'un indicateur qui est l'indicateur liste rouge et qui nous permet de dire la chose suivante, qu'on est à 33% d'espèces terrestres qui sont aujourd'hui considérées comme en péril, 32% pour les espèces marines, et puis on a une augmentation par rapport au dernier recensement qui avait été fait par l'UICN 8 ans plus tôt. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce qu'on voit bien que c'est ce type d'indicateur qui structure une arène de débat public, qui permet de rendre visible des éléments sur lesquels on veut porter un accent particulier. Et souvent, quand on présente ces choses-là, eh bien, en fait, évidemment, ce qu'on ne peut pas présenter, c'est toutes les conventions qui sont derrière ces indicateurs, tous les débats qui ont eu lieu pour dire quand est-ce qu'une espèce devient menacée, très menacée, vulnérable, en danger d'extinction, et ainsi de suite. Et c'est un petit peu un des points qui me semble essentiel quand on s'intéresse aux indicateurs, c'est comment ces indicateurs vont offrir de la visibilité à un objet, et donc du pouvoir pour certains acteurs, mais vont en même temps faire disparaître certains éléments qualitatifs de cet objet. Vous voyez ? Alors, les indicateurs, c'est souvent envisagé conventionnellement comme ça. C'est-à-dire, on a un pilote qui a un tableau de bord, et ce tableau de bord il est composé d'indicateurs et ça vous permet d'atteindre un objectif. Et donc c'est très clairement la manière dont on envisage la construction et l'usage des indicateurs au sein notamment des grandes agences. Et évidemment, on n'a qu'un seul décideur, puisqu'il peut optimiser la trajectoire. Alors, ça marche pour un avion, on est à peu près d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'en fait, si on parle de questions sociales plus complexes, et la biodiversité en est une, en fait, on a un grand nombre d'acteurs qui veulent aller dans des directions différentes, qui ont des systèmes de valeurs différents, et qui vont faire face à des indicateurs qui montrent des directions tout à fait différentes. Et donc, dans ce contexte-là, la question essentielle, c'est à quoi ils vont pouvoir bien servir ces indicateurs, est-ce qu'ils vont vraiment faciliter la coordination et comment est-ce qu'ils peuvent être envisagés. Alors, pour rendre un petit peu les choses plus précises, je vais m'intéresser donc à un cas particulier qui est celui de l'installation d'éoliennes offshore dans la baie de Saint-Brieuc, comme je l'ai déjà indiqué. Alors, sur cette diapositive, vous avez donc sur la partie gauche la localisation du site, et sur la partie droite une photo qui représente la baie, ainsi qu'en dessous une figure qui montre là où est-ce qu'on envisage d'installer, c'est même plus on envisage, ça a été adopté, les éoliennes offshore. En fait, on a travaillé sur la manière dont les acteurs étaient impliqués dans ce projet, en s'intéressant à l'enquête publique et au débat public qui a été organisé par le préfet, de manière très classique. Et ce qu'on a pu constater, c'est le point de départ, c'est qu'en fait, les seuls qui ont réussi à avoir du pouvoir dans cette arène, ce sont les pêcheurs. C'est quelque chose d'assez classique dans le domaine de la mer. Dès qu'on veut faire un aménagement qui concerne le milieu marin et le domaine public maritime, la priorité, c'est de convaincre les pêcheurs. Les pêcheurs ont des capacités de blocage très importantes et donc il faut travailler avec eux en amont. C'est ce qui s'est passé pour l'opérateur qui proposait le projet et donc en fait il a développé toute une stratégie pour convaincre les pêcheurs d'accepter le projet. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller un petit peu plus loin et de voir à différents niveaux, au niveau des acteurs institutionnels, au niveau des communautés de pratique et au niveau des individus, quelles étaient les perceptions, quelles étaient les attentes, éventuellement les rejets, et voilà, de mieux comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient mobiliser certains indicateurs pour exister dans ce paysage. Alors, pourquoi est-ce qu'on distingue ces trois niveaux? Parce qu'en fait, souvent, quand on est sur des débats publics, on va, notamment dans un pays comme la France qui est très centralisé, s'appuyer sur des acteurs institutionnels, grands syndicats, grandes ONG, associations de protection de la nature, le préfet et puis les directions déconcentrées, on va dire, pour résumer. Mais finalement, on passe trop vite sur deux niveaux qui sont plus bas et qui sont là où finalement les choses se passent quand on envisage un aménagement. C'est les communautés de pratique. Les communautés de pratique étant finalement, si on le définit simplement, des acteurs qui ont des pratiques communes et donc des représentations relativement proches avec qui sont structurées par des partenariats quotidiens, des échanges quotidiens ou disons réguliers
et donc qui forment, on va dire, voilà, une communauté dans le sens de représentation commune, de langage commun, de jargon commun. Et puis il y a un niveau encore infra qui est celui de l'individu. Là, c'est des membres de certaines communautés de pratique, mais on va considérer qu'ils sont à un niveau encore plus infra. Alors, on a cherché à travailler à ces différents niveaux en partant d'un constat très simple et assez évident, hein, c'est que les éoliennes offshore génèrent des impacts sur la biodiversité marine et qu'une diversité d'acteurs sont impactés. Donc on met l'accent sur les pêcheurs qui sont représentés au milieu, en particulier les dragueurs de coquilles Saint-Jacques, puisque finalement l'emprise du champ d'éoliennes va détruire des gisements de coquilles Saint-Jacques. Et donc ce sont avec ces acteurs qu'il y a eu les principales interactions, mais on laisse beaucoup de côté les usagers récréatifs en particulier et les riverains qui peuvent donc avoir des usages différents de cet espace, des usages non économiques, comme le fait d'observer la nature sous l'eau, en dehors de l'eau. Voilà. Alors, ces acteurs, en fait, quand le projet est arrivé, ils ont aussi exprimé des demandes de compensation, comme les pêcheurs, mais ils n'étaient pas organisés, parce que typiquement, pas représentés institutionnellement, la plupart des activités récréatives dans ces territoires sont pas du tout organisées sous forme d'acteurs qui vont pouvoir intervenir dans des arènes publiques. Et donc nous, on s'intéressait à quels sont les indicateurs. Donc c'est très instrumental, hein, là-dessus, on a beaucoup de choses à dire, mais on a voulu voir un petit peu quelles étaient donc leurs attentes, les choses qu'ils souhaitaient voir. Est-ce qu'ils voulaient plutôt, déjà, est-ce qu'ils admettaient la notion même de compensation? Ensuite, est-ce que s'il y avait compensation, ils souhaitaient plutôt voir de la restauration écologique, avoir de l'argent, ou plutôt des aménagements? Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des indicateurs qui finissent par être demandés, hein? Donc, on voit là, il y a cette question de la compensation. Donc, les pêcheurs, par exemple, ont demandé des indemnités financières, la construction d'aménagements permettant de faire des viviers en fait pour leurs poissons et puis ou coquillages, et puis aussi la lutte contre la crépidule, qui est une espèce invasive de la zone qui va gagner sur des espaces où habituellement il y a de la coquille Saint-Jacques. Et donc finalement, eux, ils avaient leurs indicateurs, hein, ils les ont mobilisés et ça leur a permis d'obtenir des compensations pour l'aménagement. Pour les autres acteurs, en fait, on observe les choses comme ça. Il y a une dispersion des représentations et des informations concernant les impacts. C'est véritablement quelque chose, quand on discute avec les gens, les représentations sont très hétérogènes, très dispersées. Évidemment, il n'y a pas la possibilité d'avoir une vision exhaustive, parce que notamment, quand on parle d'activités récréatives, elles sont très hétérogènes. Et donc, il y a des exercices de focalisation sur certaines caractéristiques. Et finalement, l'impératif de l'action, hein, là on est dans un cadre de politique publique avec des aménagements où on demande à des acteurs de s'exprimer pour faire valoir certains droits, eh bien cet impératif donc d'action, de communication, de justification crée ce qu'on pourrait appeler une pression à l'inférence. Hein. Alors une pression à l'inférence, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire une manière de qualifier plus précisément leur représentation pour les rendre publics et pouvoir alors ça, là, les indicateurs deviennent très utiles, hein, si vous voulez. Les indicateurs, c'est quelque chose qui est typiquement un résultat de ces processus de problématisation et de pression à l'inférence. Alors ça se traduit par quoi? Par des processus de commensuration, c'est-à-dire qu'on rend des qualités, on transforme des qualités en quantité, des logiques d'appariement, de comparaison et de mise en équivalence. Alors qu'est-ce que ce sont les indicateurs? Alors un sociologue, Alain Desrosières, les définissait assez précisément. Disons, en tout cas, il avait quelqu'un qui était quand même très pointu sur tous les exercices de quantification et l'analyse sociologique qu'on pouvait en tirer. Il disait que les indicateurs et les indices, ils ne prétendent pas mesurer directement quelque chose, comme le ferait un physicien ou un astronome. Excusez-moi pour la faute, ce sont d'une certaine manière des fictions utiles. Donc en fait, il y a un caractère indirect, il y a un caractère imparfait, partial, qui est assumé dans cet outil. C'est pour ça d'ailleurs que l'indicateur admet des espaces d'incertitude que la mesure n'admet pas. Hein.
Et les indicateurs, on le sait, ça contribue fortement à construire des arènes de débat public. Alors, des exemples tout simples, hein, c'est le taux de chômage, le taux de pauvreté. Alors on peut dire, bah, ils sont très mauvais ces indicateurs, c'est pas comme ça qu'on devrait mesurer la pauvreté ou le chômage, et d'ailleurs ça permet d'avoir des débats sur le fait qu'ils sont très imparfaits. C'est des indicateurs qui ont, sur le taux de chômage, il y a un travail qui avait été réalisé qui montrait très clairement comment, entre la manière dont la notion de chômage est pensée socialement à la fin du 19e et devient quelque chose de vraiment porté institutionnellement par les États dans l'après-guerre, donc avec notamment l'Employment Act aux États-Unis. En fait, on a la mise en place d'un indicateur, mais ça a pris 60 ans avant que ça devienne un indicateur vraiment utilisé dans des arènes sociales pour avoir des discours des syndicats notamment et des acteurs politiques. Et donc on voit ça peut prendre beaucoup de temps. Alors sur la biodiversité, on est typiquement sans doute encore dans des phases très préliminaires à tout ça. Mais bon. Alors, les indicateurs, je développe encore un petit peu, désolé, mais c'est important pour comprendre la suite. En fait, les indicateurs, ils sont animés de tension. Alors, ils ont une tension tout d'abord entre une dimension universelle et contextuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que quand on mobilise un indicateur, on s'attend à ce qu'il reflète une information qui a du sens au niveau du contexte dans lequel on ancre notre choix, notre décision, notre justification, hein, donc là c'est quelque chose de très important évidemment, et en même temps on s'attend à ce qu'il y ait une dimension universelle parce qu'il doit permettre des comparaisons. C'est quelque chose qui est fondamentalement compliqué à adopter parce qu'on va toujours considérer qu'un indicateur qui est très universel, il n'est pas adapté à notre contexte de décision ou de choix ou de négociation. Mais en même temps, il faut qu'il ait... voilà. Donc c'est une tension, vous voyez, entre les deux dimensions. Pouvoir comparaître à travers une dimension universelle, pouvoir comparer... Oui, c'est ça. Comparer, pas comparaître, comparer, et en même temps garder une pertinence liée au contexte. Après, il y a une dimension construite ou vraie. Alors ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que un indicateur, quand on l'utilise, la personne qui l'utilise comme si ça représentait vraiment le phénomène. Or, on sait que c'est une convention sur un phénomène. Mais si à chaque fois que l'acteur doit dire quelles sont les conventions qui sont derrière l'indicateur, par exemple, comment est-ce qu'on a construit notre indicateur sur le taux de chômage, et puis ça a donné lieu à des négociations, et pourquoi on a tranché de telle manière pour telle raison, il devient inaudible. Hein. Donc en fait, il va dire, moi je parle de quelque chose là qui a une réalité, quoi, hein, et cette réalité, je l'exprime grâce à cet outil. Et donc ça, et quelque part, c'est nécessaire de le prendre comme ça, si on ne veut pas rendre le débat trop lourd. Et en même temps, il est évident que ce sont que des outils construits, hein, et donc une critique sur les conventions qui sont sous-jacentes sont évidentes. Et donc, en fait, on a une tension entre le fait de reconnaître le côté imparfait et construit de l'outil, et en même temps, son besoin de porter une réalité. Et c'est un élément extrêmement important. Enfin, dernière tension, c'est entre le politique et le scientifique. Un bon indicateur, entre guillemets, on attend de lui qu'il soit facilement compréhensible et qu'il porte un message. Ça, c'est vraiment la dimension politique. Et en même temps, on attend de lui que ce soit un outil de preuve. Hein, parce que si en fait il est juste politique mais qu'on ne croit pas du tout dans sa véracité entre guillemets scientifique, ses fondements scientifiques, eh bien il ne sera pas utile. Donc en fait là il y a aussi une tension, on le voit bien dans le domaine de la biodiversité, si on utilise l'empreinte écologique, on peut souligner ses limites d'un point de vue scientifique, mais elle est extrêmement efficace dans le champ du politique pour montrer qu'on consomme trop de planètes. Et inversement, des indicateurs très scientifiques comme l'indice de Shannon sur la diversité biologique est sans doute très précis, mais enfin, dans le champ politique, il n'est pas évident à utiliser. Bon. Alors, donc, c'est toutes ces tensions qui sont assez complexes à dépasser et en tout cas à prendre en compte. Alors, sur nos acteurs, nous, dans le travail qu'on avait réalisé, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à on a utilisé différentes méthodes selon les acteurs auxquels on s'adressait. On a réalisé des entretiens des entretiens semi-directifs à l'échelle des acteurs institutionnels. Alors moi j'ai 14h30, ouais, t'as raison, 5 minutes 30, tout à fait. Et des enquêtes de perception à l'échelle des communautés de pratique. Puis des méthodes, alors là qui sont plus des méthodes, je dirais, qui sont propres aux économistes, hein, puisqu'on demande à des gens de faire des choix par rapport à des scénarios possibles. Bon,
Je vais... donc voilà, il y a un lien. Chacune des étapes nous permettait d'aller plus dans le détail, c'est-à-dire les entretiens semi-directifs nous ont permis d'identifier les communautés de pratique qui derrière nous ont permis de voir sur quel aspect il fallait porter l'effort en termes d'enquête au niveau individuel. Donc les acteurs institutionnels, ils sont assez classiques, hein, les acteurs politiques, les porteurs de projets industriels, les acteurs du développement territorial, des gestionnaires d'espaces naturels, des représentants d'organisations. Ça nous a donc permis, ces premiers entretiens, d'identifier des communautés de pratique, donc comme je le disais. Alors ces communautés de pratique, ça ne sert à rien de les considérer de manière ad hoc. Il faut vraiment faire des premiers entretiens pour être sûr de qui parle avec le même langage et qui a des représentations qui sont assez proches. Et donc ça nous a permis, en l'occurrence, de voir qu'on avait les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, les pêcheurs au chalut, c'était pas les mêmes, ils n'avaient pas les mêmes revendications. Les naturalistes qui avaient un discours assez homogène. Les collectifs d'opposants qui n'étaient pas nécessairement des naturalistes, la plupart des collectifs d'opposants avaient plutôt un discours sur le paysage et sur la proximité par rapport à leur logement, hein, on va dire quelque part. Alors c'est pas pour caricaturer, hein, c'était juste un petit peu quand même un point qui ressortait. Et puis les usagers récréatifs, c'était vraiment, ils ont des usages en mer, ils ont peur pour certains usages. Puis les touristes qui ont un caractère alors très nomade, très difficile à capter, il n'y a pas du tout de discours porté, hein, ils sont presque de passage, on dirait, dans ce territoire. Alors on a essayé après, on est des économistes, alors on a tendance à vouloir utiliser des éléments chiffrés, c'est assez terrible, hein, cette manie. Mais donc on a fait un exercice à l'échelle des communautés de pratique qui consistait à construire des cartes cognitives. Alors les cartes cognitives, c'est un exercice assez simple qui consiste à demander à une personne par rapport à un objet, alors qu'on considère être un objet de conflit généralement, hein, c'est ça qui est l'intérêt, d'associer un certain nombre de concepts, de mots en fait, hein, de mots, et puis de relier ces mots avec des flèches et en y indiquant un sens, c'est-à-dire c'est positif ou c'est négatif, et puis une intensité. Alors après, on peut définir de différents moyens. Donc nous, on a travaillé sur le concept central qui était le projet d'éoliennes en mer. Après, on a identifié des variables, donc par exemple le paysage, et puis des liens de causalité, hein, que les personnes évoquaient et qui vont de -3 à +3. Là, donc -3. Là, c'est pour le paysage, -3. C'est un exemple, hein, pour une personne qui a répondu à ce sujet. Donc on fait des cartes cognitives comme ça en fait, hein, qui ont donc simplifient la réalité des représentations évidemment, ce qui nous permet derrière d'avoir des variables qui vont être plus générales. Alors après on a fait un petit exercice de projection. Alors je passe un petit peu sur la méthode parce que c'est une méthode statistique, mais l'idée c'est de dire qu'on va évaluer comment ces grandes variables elles sont liées les unes aux autres et à quel acteur ça correspond. Alors ça c'est ce qu'on appelle donc une analyse en correspondance multiple. Ce qu'on peut retenir comme message par rapport à cette diapo, c'est qu'on a un gradient d'impact négatif, enfin d'impact qui va du négatif au positif, auquel on peut lier certains acteurs ou certaines, donc les opposants, on le voit, qui sont évidemment très focalisés sur les impacts négatifs, et puis avec des aspects qui sont l'environnement abiotique et les impacts sur les coquilles Saint-Jacques, on a des choses voilà, comme ça. Et donc de l'autre côté, évidemment, ceux qui on voit les impacts positifs, c'est les acteurs qui sont plutôt dans le domaine du projet. Et alors les visiteurs ne voyaient pas ça comme un impact négatif. Par exemple, les visiteurs, pour eux, finalement, il y a un côté assez intéressant au niveau du paysage. Bon. Et puis il y a acceptation ou rejet de la compensation. On voit qu'il y avait des acceptations du côté des acteurs plutôt finalement environnementaux. Hein. Mais par contre, pour les acteurs environnementaux, s'ils acceptent la compensation, eux, ce qu'ils considèrent de manière très essentielle, c'est que ce soit géré par l'État et par la réglementation. Entre guillemets, on n'a pas du tout à demander aux acteurs locaux ce qu'ils en pensent. Il faut respecter la loi. Et ceux qui sont tout à fait opposés à la notion de compensation même, ce sont les opposants au projet.
Voilà, tout à fait. Alors je vais pas détailler ce que j'avais prévu de détailler, c'est pas très grave. Je vais simplement vous donner les impressions un peu générales de ce qui sont ressorties de tout ça. C'est à la fin, ce qu'on a vu, c'est que les acteurs associés à la protection de l'environnement, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut s'en tenir à la loi. Donc ils ont une croyance dans le fait que la loi sur la biodiversité... Voilà. Et donc ce qu'il faut avant tout, c'est évidemment la faire respecter. Ils sont pas complètement naïfs, hein, ils se doutent bien qu'il y a... ils savent bien qu'il y a une grande différence entre la réalité de l'application de la loi et la loi elle-même. Après, il y avait un rejet général de toute compensation financière. Et les seules compensations qui étaient vraiment admises par le collectif, c'était les compensations en nature. Donc voilà, je fais court, mais c'était pour souligner. Et donc ça, c'est des éléments qu'on a portés après à connaissance auprès des acteurs pour qu'ils puissent faire vivre un certain nombre d'arguments à travers des indicateurs. Je conclus maintenant. Et merci de me laisser un tout petit peu déborder sur mon temps. Oui, en conclusion, ce qui est important dans ce type de territoire, avec ce type d'aménagement, c'est d'avoir véritablement une diversité d'indicateurs qui correspond à une diversité d'acteurs qui eux-mêmes portent une diversité de systèmes de valeurs. Ça peut paraître évident pour des ethnologues, hein, mais on va dire que concrètement, c'est quand même pas la réalité qu'on observe tous les jours sur le terrain, et c'est important de rappeler que voilà, c'est pas à travers l'homogénéisation, par exemple, d'indicateurs monétaires qu'on va réussir à trouver des solutions. Hein. C'est l'optimum économique ne résout jamais rien sur les territoires. C'est au contraire ouvrir les débats. Gardez à l'esprit aussi que, évidemment, les tensions intrinsèques aux indicateurs font que ça peut être un outil vraiment utile pour le débat public, mais que c'est aussi un outil de manipulation. Et pour finir sur une phrase, on peut dire que les indicateurs quantitatifs sont nécessaires, en tout cas c'est un point de vue qu'on a avec les personnes qui travaillent, au débat public, mais qui font disparaître aussi les qualités qu'ils sont censés représenter, ce qui pose aussi des problèmes intrinsèques à l'outil. Merci. Merci beaucoup.